Louise Brooks. Voilà un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant. Louise Brooks a été une star au vrai sens du terme. Elle a été élevée dans les grands studios d'Hollywood, puis elle est venue en Europe où elle a tourné un film qui l'a consacrée vedette. Après, Louise Brooks est retournée en Amérique, à Hollywood, et là, elle s'est révoltée. Elle s'est opposée au star system qui dressait les acteurs et les actrices comme des animaux de spectacle. Louise Brooks a tourné son dernier film en 1938 avec John Wayne pour partenaire. Elle vit depuis cette époque seule avec elle-même son destin d'antistar. C'est ce destin, cet itinéraire original, cette vie d'actrice exceptionnelle que nous vous proposons de suivre aujourd'hui. Il était une fois les stars. Louise Brooks. La famille Brooks est originaire d'Angleterre. Elle est venue s'établir en Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Le père de Louise Brooks naît en 1868. Il devient juriste. À 38 ans, il rencontre une jeune femme de 21 ans qu'il épouse. Le couple s'installe dans une petite ville du Kansas. Ils ont 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Louise est l'aînée des filles. Elle est née le 14 octobre 1906. Le père de Louise Brooks est un homme tranquille mais plein d'énergie. Il adore sa femme et son métier. Son rêve est de devenir le juge du district. Il n'a aucune chance à cause de sa trop grande intégrité. Il ne veut rien céder aux politiciens véreux qui dirige les affaires publiques à l'époque. Il est intraitable à tel point que circule cette plaisanterie dans sa famille. Brooks est tellement honnête que sa secrétaire paie plus d'impôts qu'elle ne devrait. La mère de Louise Brooks est une jolie brune au regard ensorcelant. Elle est la fille d'un médecin de campagne qui lui a donné 8 frères et sœurs. Après avoir usé sa jeunesse à les élever, la mère de Louise Brooks a prévenu son mari de ses intentions. « Si nous avons des enfants, il n'est pas question que je passe mon temps à m'en occuper. » Aussi, Louise Brooks et ses 3 frères et sœurs ont été laissés libres de toute éducation. Quand je me disputais avec mes frères, dira Louise Brooks, mon père se retirait avec ses livres de droit et son violon. Et ma mère se réfugiait derrière son piano, en tête à tête avec Debussy. À 10 ans, Louise Brooks s'intéresse à la danse. À 15 ans, elle part pour New York. Sa mère l'inscrit dans un cours de danse réputé. L'année suivante, Louise participe aux tournées de la troupe de son école de danse. Puis elle décide de travailler seule comme danseuse professionnelle. En fait, elle va très vite exercer le métier d'actrice. À 19 ans, Louise Brooks signe un contrat avec l'une des plus grandes compagnies d'Hollywood, la Paramount. Elle juge le monde qu'elle découvre sans complaisance. L'univers artificiel d'Hollywood ne la séduit pas. Elle était une rebelle du commencement. L'écrivain Lot Eisner, qui est une amie de Louise Brooks. C'est tellement naturel que Louise voyait les personnes, les acteurs avec qui elle jouait, d'une manière complètement lucide. N'est-ce pas? C'est peut-être parce qu'elle est si lucide. Et parce qu'elle s'en foutait de sa beauté, n'est-ce pas? Elle n'était pas comme Garbeau qui était malheureux qu'elle n'est plus belle, ou Marlène Dietrich. Lily Marlene, outside the barracks, by the corner, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you
When you use my mind, I'm warm again. My back is light. It's you, Lily Marley. It's you, Lily Marley. My love for you. When you use my mind, I'm warm again. My path is light. It's you, Lily Marley. It's you, Lily Marley. Louise Brooks a signé un contrat de 5 ans avec Paramount. Nous sommes en 1925. L'Amérique est plongée dans la plus vaste et la plus faramineuse partie de plaisir de l'histoire, écrit Scott Fitzgerald. C'est l'époque de la prohibition. Des nightclubs s'ouvrent un peu partout. La pègre gère à sa façon tous les établissements de plaisir. On assiste à une violente réaction contre le puritanisme et l'hypocrisie des pouvoirs moralistes. Le cinéma reflète cette évolution dans ses films. Mais au-delà de la caméra, le star system ne perd aucun de ses droits. Louise Brooks le comprend très vite. Le premier partenaire de Louise s'appelle Ford Sterling. C'est une grande vedette du cinéma muet. Il a bâti sa carrière dans les films comiques de Mack Sennett. Mais un jour, Mack Sennett avait dû s'en séparer car Ford Sterling demandait un cachet trop élevé. Ça se passait en 1914. C'est Charlie Chaplin, alors inconnu et raisonnable sur le montant de son salaire, qui l'avait remplacé. Ford Sterling était alors tombé dans l'oubli. Puis il avait tourné un film qui avait eu beaucoup de succès. Paramount s'était intéressé à lui et venait de l'engager pour être la vedette d'un film comique dont Louise Brooks avait été choisie pour être la partenaire. Louise apprend tout de suite que son travail va au-delà de son rôle. On lui recommande de s'intéresser à Ford Sterling entre les prises de vue. Elle doit rire à toutes ses plaisanteries, le flatter et flirter avec lui pour satisfaire sa vanité de vedette. Incapable de jouer cette comédie spontanément, Louise Brooks s'enferme dans un mutisme réprobateur qui lui vaut le surnom de Brooks la bavarde. Ford Sterling, de son côté, l'accuse de ne pas suivre son jeu. Alors on recommence en gaspillant du temps et de l'argent pour faire plaisir à M. Ford Sterling. Louise se soumet au rythme de travail imposé par Sterling. En revanche, elle s'enferme dans la loge la plus proche entre les prises de vue. Elle a vu à travers Hollywood. Lotte Eisner. Elle a vu vraiment que le glamour de Hollywood, c'était rien du tout. Elle a dit, quand je suis allée à Hollywood, je me suis dit, mais ces gens ne lisent même pas. Elle qui adore lire Proust, par exemple, elle est tellement directe, elle est tellement pour la vérité. Et elle s'en foutait de sa beauté. Louise Brooks a hérité de sa mère le goût de la liberté. De son père, elle a gardé le sens de l'intégrité, de la franchise, de la perfection. Autant dire que le caractère de Louise Brooks est mal préparé pour mener une vie de star de cinéma. Quand on lui écrit, n'est-ce pas? Lotte Eisner. Elle renvoie presque toujours, quand elle voit les lettres, back to the sender, elle ne les ouvre même pas, les lettres. Et il y a très souvent des gens qui l'admirent et elle s'en fout de tout ça. En 1928, cela fait 3 ans que Louise Brooks est à Hollywood. Elle vient de tourner un film avec Howard Hawks. Hawks a 32 ans. Il a été engagé par la compagnie Paramount comme scénariste. C'est Howard Hawks qui lui a conseillé de faire du cinéma. Les deux hommes se sont rencontrés autour d'une passion commune, l'aviation. Hawks va devenir l'un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood en renouvelant le genre du film d'aventure. Louise Brooks, qui joue un second rôle dans le film d'Howard Hawks en 1928, garde un souvenir agréable de ce film. Elle l'a confié à son amie Lotte Eisner. Elle a déjà dit que Hawks était
le metteur en scène qu'elle aimait le plus parce qu'il la laissait faire. Elle détestait ceux qui voulaient lui mimer quelque chose, n'est-ce pas? Elle détestait ça, d'être forcée. Ce film, tourné avec Howard Hawks, va être la chance de Louise Brooks. Sa chance d'échapper à Hollywood et sa chance de rencontrer le personnage qui va la faire entrer dans l'histoire du cinéma, Loulou. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht die Ecke, den man Mackie Messer nennt, und das große Feuer von Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge Mackie-Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß, und die minderjährige Witwe, deren Name jeder weiß, wachte auf und ward geschönet. Mackie, welches war dein Preis? Und die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. En 1928, Georges Wilhelm Pabst, metteur en scène d'origine autrichienne, cherche une jeune actrice pour interpréter le rôle d'une femme fatale. Pabst est un metteur en scène célèbre. Il a obtenu beaucoup de succès avec un film qui s'appelle Rue sans joie et dans lequel a été révélée la jeune Greta Garbo. Louise Brooks l'intéresse. Il l'a vue dans le film d'Howard Hawks. C'est exactement le personnage qu'il lui faut. Louise, contactée à Hollywood, accepte immédiatement de venir faire le film en Allemagne. Ça l'arrange. Son contrat avec Paramount dure depuis 3 ans. Le studio est d'accord pour le renouveler au même salaire. Louise, qui déteste Hollywood, en profite pour exiger une augmentation. Les producteurs refusent, cassent le contrat. Elle se retrouve libre de partir pour Berlin. À cette époque, à Berlin, Lotte Eisner. les gens aimaient goûter la vie jusqu'à la lie, parce qu'il y avait eu cette guerre terrible, et, n'est-ce pas, on n'était pas très moral à cette époque-là, à Berlin. Berlin, à cette époque, est la capitale de l'Europe du plaisir sexuel. Au bar de l'hôtel où loge Louise Brooks, des prostituées pour clients richissimes rôdent autour des tables. Dans la rue, d'autres filles déambulent le long des trottoirs. Certaines, harnachées en Amazone, proposent des séances de flagellation. Dans les quartiers résidentiels, les proxénètes racolent dans la rue des jeunes gens pour dames seules et riches. Sur les champs de course, des entremetteurs proposent des orgies. Et dans les boîtes de nuit, les vedettes sont des travestis masculins et féminins. Si on prend par exemple les affaires qui ont défrayé la chronique de l'époque. Jean-Michel Palmier, historien de cinéma. Je pense à ces 2 meurtriers, Peter Kürten, baptisé le vampire de Düsseldorf, et Fritz Haarmann, qu'on appelait le boucher de Hanovre. Bon, qui sont 2 meurtriers de masse qui ont assassiné de peut-être une centaine de personnes. On a l'impression que finalement, l'imaginaire de l'époque et celui des films se rejoignent. Et on a l'impression que finalement, eh bien, ces créatures folles et meurtrières, comme Kürten et Haarmann, étaient l'incarnation de l'époque. Et ce qui me semble intéressant, c'est que lors du procès de Haarmann, le boucher de Hanovre, qui avait tué une 50aine de jeunes garçons qu'on avait retrouvés coupés en morceaux dans la rivière,
et qui était tout à fait respectable, car c'était quelqu'un qui avait une carte d'inspecteur de police, car la police rusait avec la pègre en l'utilisant, et lui rusait avec la police en prévenant la pègre. Et il revendait au marché noir la viande des garçons qu'il avait dépecés et assassinés. Donc tout le monde l'aimait bien, on le trouvait très sympathique. Eh bien, quand on voit par exemple quelqu'un comme Harman, quand on voit son procès, il y a tout le monde qui l'a accusé, bien sûr, qui l'a dénoncé comme une bête. Il y a un professeur allemand qui s'appelle Theodor Lessing, qui a été plus tard assassiné à Prague par les nazis et qui a dit « Attention, vous allez juger devant vous non pas seulement un monstre, mais l'Allemagne de la misère, l'Allemagne de la pauvreté, l'Allemagne du crime, tout ce que vous refusez de voir aujourd'hui. » Et là, eh bien, on a le sentiment qu'il y a une rencontre étonnante entre l'époque et le caractère de Harman ou de Curtin. Et, par exemple, Harman disait avant de mourir qu'il voulait qu'on inscrive sur sa tombe « Ici repose Fritz Harman, le meurtrier des masses ». Et il disait seulement au psychiatre qui l'interrogeait « J'ai pris ma vengeance sur la vie ». Je crois que finalement, s'il y a un rapport entre la feuille et l'époque, c'est un rapport qui est quasi viscéral au niveau de ces gens brisés, de ce monde brisé, et de ces œuvres finalement qui nous touchent aujourd'hui avant tout par leur désespoir, parce qu'elles témoignent d'un désespoir qui était celui de ces gens qui criaient jusqu'à en mourir, qui dansaient dans les cabarets de Berlin, qui allaient au cinéma, mais à une époque où le marque coûtait avait un taux dérisoire, à l'époque où un timbre-poste coûtait 6 millions de marks. Je crois que le cinéma allemand, c'est le reflet aussi de ces angoisses, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore on est touché en voyant ces films. Loulou va être l'un de ces films qui peuvent toucher le spectateur aujourd'hui encore. Loulou va être la rencontre entre une époque, celle de l'Allemagne des années 20, un metteur en scène, George Wilhelm Pabst, et une jeune actrice américaine de 22 ans, Louise Brooks. Je vous propose de suivre l'histoire de Loulou dans quelques instants. L'œuvre qui réunit Louise Brooks et George Wilhelm Pabst est née à la fin du XIXe siècle sous la plume d'un dramaturge allemand, Frank Wedekind. Wedekind fut poursuivi toute sa vie par la police, la justice et la censure. Farouche adversaire de l'hypocrisie sociale, il préféra toujours se laisser mener par la vie et particulièrement par la sexualité plutôt que de se soumettre aux conventions bourgeoises. En 1894, il rencontra à Paris Lou Andreas Salomé. Et c'est elle qui lui inspira son œuvre la plus forte, Loulou. Lou Andreas Salomé était une jolie femme d'origine russe qui déchaînait chez les hommes de violentes passions. Son intelligence remarquable et sa sensibilité profonde lui avaient permis de devenir la muse et la maîtresse des intellectuels de son époque. Son charme s'exerçait dans l'Europe entière et la façon totalement libre dont elle considérait les choses de l'amour fascinait les hommes qui l'approchaient. Frank Wedekind avait été de cela. Il avait fait la connaissance de Lou Andreas Salomé au cours d'une soirée mondaine. Ils avaient parlé ensemble la moitié de la nuit et elle avait accepté spontanément d'aller passer chez lui l'autre moitié de la nuit. Mais pas pour ce que croyait Wedekind. Malgré tout son charme d'écrivain maudit, d'auteur d'œuvres scandaleuses, Frank Wedekind n'avait pas réussi à séduire Lou Andreas Salomé. Elle, qui avait la réputation d'être une femme libérée, avait prouvé qu'elle était libre. Elle n'avait pas cédé. Wedekind s'était senti humilié, mais passionné par le personnage. Ce personnage devait lui inspirer la pièce maîtresse de son œuvre, Loulou. Loulou devait à son tour inspirer Pabst pour réaliser son plus beau film. Et le film allait laisser dans l'histoire du cinéma le souvenir d'une grande actrice, aux yeux noirs, coiffée à la chien, Louise Brooks. De Louise Brooks, on ne connaît pas grand-chose. On connaît des images, on connaît un visage avant tout. Jean-Michel Palmier. Et on ne connaît pas tellement, le détail de son existence. Mais il est certain que c'est quelqu'un qui avait une fantastique sensibilité, qui avait une beauté considérable et qui a fasciné tous ceux qui l'ont approché. Et de même qu'elle a poussé Pabst au sommet de son réalisme poétique, elle a aussi donné finalement au personnage de Wedekind, Loulou, son plus beau visage. Car c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer, après elle, un autre visage donné à Loulou. Car on a le sentiment qu'il y a parfois des rencontres entre une œuvre littéraire, théâtrale, et un personnage. Bon, je crois que c'est vrai pour Louise Brooks.
Welcome, fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just vis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Voici quelques scènes de l'histoire de Loulou. Loulou est mariée à un vieil homme jaloux, le docteur Goll. Elle pose régulièrement pour un jeune peintre qui s'appelle Schwartz. Le peintre est fasciné par la beauté de Loulou. Un jour, au cours d'une séance de pose, il lui avoue son désir. Il la poursuit dans l'atelier. Loulou, affolée, se retrouve sur un canapé où Schwartz s'apprête à se jeter sur elle. Mais le docteur Goll arrive, fou furieux. Il défonce la porte, se précipite sur sa femme et terrassé par une crise cardiaque, il s'effondre, mort. Elle était détestée des autres acteurs, toujours. Lotte Eisner nous raconte les confidences de Louise Brooks sur le tournage de Loulou. Et Kortner, qui était typiquement un acteur expressionniste, n'est-ce pas, lui a fait des bleus sur la scène de Loulou sur le divan, comme ça sur les bras. Et elle a dit, j'étais détestée par tout le monde, et c'était la même chose à Hollywood, parce qu'elle disait toujours la vérité. C'était quelqu'un de tellement direct. Loulou a épousé le peintre. Celui-ci est devenu un artiste célèbre. Mais il apprend un jour que Loulou a des origines modestes. Un homme l'a autrefois sorti de la misère, le docteur Schoen. Mais Schoen l'a quitté pour se fiancer à une riche héritière. Loulou lui témoigne encore de l'attachement. Elle refuse de l'oublier. Schoen, furieux, la menace de révéler à son mari la vérité, qu'il l'a trouvée dans un bar. Loulou s'en moque. Schoen, de colère, dévoile la vérité au peintre. Celui-ci, voyant sa réputation anéantie, s'enferme et se tranche la gorge. Loulou obligera Schoen à rompre avec sa fiancée. Puis un jour, fou de jalousie, Schoen surprendra son propre fils en train de faire une déclaration d'amour à Loulou. Il tendra à Loulou un pistolet pour qu'elle se supprime, qu'elle cesse de causer le malheur de la société qui l'entoure. Loulou prendra le pistolet et abattra Schoen dans le dos de 5 coups de feu. Lorsque elle passe son jugement et qu'elle sort du tribunal, Jean-Michel Palmier. On voit Louise Brooks qui va désormais vivre avec son beau-fils, c'est-à-dire le fils du mari qu'elle a tué, Alva Schoen. Et à ce moment-là, eh bien, on voit Loulou qui sort de la salle de bain dans un peignoir et on voit Alva qui la prend dans ses bras. Et Pabst avait dit à Louise Brooks, il faut que vous soyez nus sous votre peignoir. Louise Brooks avait dit, mais pourquoi? Le public ne le saura pas.
Et Pabst a répondu oui, mais l'acteur, lui, le saura. Loulou va être condamnée. Elle s'échappera et elle partira pour l'étranger. Loulou finira sa vie dans la misère avec son père adoptif et son amant. Pour trouver de quoi se nourrir, les deux hommes lui demanderont de se prostituer. Dans la rue, elle rencontrera un client sans argent, animé d'une flamme de folie, un homme perdu dont elle tombera amoureuse. Cet homme la tuera d'un coup de couteau. C'est Jack l'Éventreur. Loulou est un bel objet qui est toujours acheté. Jean-Michel Palmier. Ses maris l'affublent de sobriquets ridicules, lui retirent son nom, veulent la posséder. Et Loulou est inconsciente, finalement, du désir qu'elle inspire. Elle ne sait même pas vraiment qu'elle est belle. Bon, les autres la voient, la désirent, l'adorent, veulent la posséder, la transformer en chose, et la garder auprès d'eux, et elle leur échappe toujours. Elle leur échappe, et en leur échappant, elle provoque leur mort. Et finalement, Loulou, on ne sait pas très bien ce qu'elle vit, car apparemment, dans le film de Pabst, comme dans les pièces de Wedekind, son seul amour, c'est Jack l'Éventreur. Le film Loulou est projeté pour la première fois en 1929. Les critiques se déchaînent contre l'actrice principale. Ils affirment que Louise Brooks est une mauvaise actrice, qu'elle n'a pas de sensibilité et qu'elle ne ressent rien. Aujourd'hui, on peut imaginer que les critiques auraient l'opinion contraire. Louise Brooks est la seule actrice, finalement, qui rend les critiques systématiquement amoureux et lyriques. Jean-Michel Palmier, critique et historien de cinéma. Quand on voit, par exemple, les textes écrits sur elle, dans les différents volumes, revues de cinéma, on a le sentiment que c'est écrit par un collégien, un amoureux transi, et que même finalement le critique cinématographique le plus austère ne peut résister au lyrisme dès qu'il parle du visage de Loulou. Et on se dit comment est-ce que Pabst a pu la filmer sans en tomber amoureux, sans l'aimer. C'est vrai qu'on a l'impression que face au visage de Louise Brooks, rien ne résiste. Que finalement tout ce qui est, toute la mesquinerie, la laideur, la médiocrité se dissipe uniquement devant son regard, son sourire. Pendant tout le temps que dure le tournage de Loulou, Pabst s'arrange pour composer entre les acteurs des rapports humains qui servent le film. Par exemple, il remplace l'assistant qui hurle à Louise Brooks de venir sur le plateau. On a bien sûr les documents écrits par Louise Brooks sur Pabst qui sont remarquables, car c'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent et qui a bien perçu le style de Pabst. Jean-Michel Palmier. Elle a été frappée, disons, par son sérieux et par son génie. Par exemple, elle raconte comment Pabst, pour le tournage de Loulou, l'avait forcé à mettre ses plus belles robes dans la scène où elle est à Londres dans la misère. Et ensuite, eh bien, ces robes, il les a abîmées, couvertes de poussière, afin qu'elle arrive à se sentir vraiment comme était Loulou dans le film, dans l'histoire. Pabst se sert des répétitions pour rédiger les dialogues de Loulou. Et pourtant, Loulou est un film muet. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, un film muet n'est pas un film sans dialogue. Il y a les sous-titres. À l'époque, des panneaux qui s'intercalent dans le film et qui reproduisent le texte des acteurs. Certains prétendent que les acteurs jouent leur scène en disant n'importe quoi et que cela n'a pas d'importance. C'est faux. Les spectateurs de films muets sont habitués à lire sur les lèvres. Et lorsque le texte affiché sur les sous-titres ne correspond pas au dialogue, ils protestent dans la salle. Beaucoup sont même tellement entraînés à lire sur les lèvres qu'ils sont capables de comprendre les jurons que poussent les acteurs dans les scènes d'action des westerns. Elle a dit que Pabst. Lotte Eisner, amie de Louise Brooks. Que Pabst, à cette époque-là, a vu dans elle quand même une actrice et qu'il l'a laissé faire quand même ce qu'elle voulait, mais c'était quelqu'un qui la contemplait comme une artiste, tandis qu'à Hollywood, elle était surtout la femme jolie. Look out, while the jury is out for the thrill.
when they're reading the will or the chase for the man with the face. That's entertainment. The dame who is known as the flame Of the king of an underworld ring. He's an ape who won't let her escape. That's entertainment. It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the love of a queen. Some great Shakespearean scene where a ghost and a prince meet and everyone ends in mincemeat. The gag may be waving the flag that began with a mystical hand-hit parade. The American way, the world is a stage. The stage is a world of entertainment. And now, as we carry right on, we call upon charming Leslie Caron. Anywhere you can watch Fred Astaire, that's entertainment. A scene played by Judy and Jean. It's a song that goes winging along. Garbo's dance has a touch of romance. That's entertainment. The show must go on is the show business cry. But there's always someone who wants to know why. With Robert Taylor we'll try to come up with an answer. It's Eleanor Powell, the dancer. The world is a stage. The stage is a world of entertainment. Louise Brooks ne veut pas jouer le rôle de la jolie femme. Elle ne cherche pas à mener une vie facile matériellement, séduire les foules par quelques œillades et devenir l'une des personnes les plus célèbres du monde ne l'intéresse pas. Et j'ai vu ça quand je l'ai vu en 29. Lotte Eisner. Là, j'ai vu tout de suite qu'elle était autre que toutes les autres actrices. Et c'était quelqu'un, n'est-ce pas? À ce moment, je ne l'ai pas encore connue. Et je ne croyais pas que c'était vraiment vrai qu'elle lisait du Schopenhauer. Louise Brooks se déclare elle-même inapte au mariage. Sa première expérience a pris fin en 1928, juste avant de tourner Loulou à Berlin. Elle et son mari se séparent après 1 an et demi de vie commune. Louise Brooks s'est remariée en 1934, donc 6 ans après, aux États-Unis. Elle a divorcé au bout de 6 mois. Jamais heureuse. Lotte Eisner. Elle a couché avec beaucoup d'hommes, mais elle me dit, Lotte, je n'étais jamais heureuse. Heureuse, Louise Brooks ne l'a pas toujours été en tournant des films non plus. Sa meilleure période artistique et humaine est restée celle passée avec Pabst en Allemagne. Mais elle a préféré quand même ces 2 ans à Berlin à Hollywood. Lotte Eisner. N'est-ce pas, il y a en Amérique, j'ai vu ça avec Fritz Lang, n'est-ce pas, le metteur en scène est un employé, c'est pas un artiste. N'est-ce pas? Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et il y a des grandes firmes, et il y avait Paramount qui voulait la forcer ensuite de revenir pour le parlant. Et elle n'avait pas du tout envie de recommencer. Et ils ont dit qu'elle ne pouvait pas parler. Et c'est pas vrai du tout parce qu'elle a joué encore jusqu'à 38. Oui, Louise Brooks tourne encore 7 films parlants pour Hollywood. Les producteurs et le public américain la considèrent comme une grande vedette. Mais Louise ne peut pas se faire à la vie artificielle d'Hollywood.
Alors en 1938, après avoir tourné un film dans lequel John Wayne est son partenaire, elle décide d'abandonner le métier de star. C'est cette manière de ne jamais se leurrer sur quelque chose que j'admire chez elle. Lotte Eisner. C'était quelqu'un, n'est-ce pas, tellement lucide qu'elle n'aimait que la vérité. Et c'est pourquoi elle n'a pas pu rester à Hollywood. Louise Brooks a 32 ans lorsqu'elle quitte le cinéma. Sa vie devient alors une suite de moments difficiles. Aux crises de désespoir succèdent des moments d'espérance. N'est-ce pas, elle buvait beaucoup. Lotte Eisner. Et tout à coup, elle me dit, Lotte, je ne vais plus boire. Elle avait fait la connaissance, elle était protestante, d'un prêtre catholique. Et tout à coup, elle dit, j'en ai assez du catholicisme. Donc, c'était pas pour elle non plus. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être tout et qui est déçu qu'il n'y a pas une vérité. En 1929, juste après Berlin, Louise Brooks est venue tourner un film Prix de beauté d'Augusto Genina, écrit à partir d'une histoire imaginée par René Clair. Louise Brooks se souvient de cet épisode de sa vie comme d'une période de paix avec elle-même. Elle attribue ce moment heureux au fait qu'elle ne parlait pas français. Elle ne pouvait pas donc échanger d'idées ni de sensations avec les gens qu'elle rencontrait. Louise se sentait un être égaré, mais normalement puisqu'elle était étrangère. À Hollywood aussi, Louise Brooks se sentait perdue, mais perdue au milieu des siens, de ceux qui n'arrêtaient pas de lui dire « Ici, tu as tout pour être heureuse. Des millions de gens voudraient te ressembler, être à ta place. Mais que veux-tu de plus ?» Ce que voulait Louise Brooks, c'était ne plus être complice de cette énorme machine qui s'appelait Hollywood, qui s'appelle partout encore le Star System et qui fabrique pour l'homme des étalons bonheur, c'est-à-dire des statues d'idoles à consommer dans ses rêves pour avoir le droit d'être malheureux. Little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Ah, j'oubliais encore une chose. Louise Brooks vit aujourd'hui aux États-Unis, solitaire. Et maintenant, elle est
Elle a eu l'arthrose. Son ami Lotte Eisner. Je lui avais dit, il faut faire opérer. Elle m'a répondu, I don't want to be butchered. Je ne veux pas être massacrée. Et maintenant, elle a l'emphysème et elle ne peut plus se faire opérer. Louise Brooks a aujourd'hui 76 ans. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.